Bien, bonjour à tous. Donc Mathieu Muselet, moi je suis salarié de la Ligue de l'enseignement, animateur du réseau Badjon Centre votre Val-de-Loire, et puis un peu à l'origine d'un projet, de la réponse à un appel à projet sur la première vague PIC 100% inclusion. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, il s'agit d'un appel à projet qui a été un peu le fer de lance des politiques publiques depuis 1 an et demi là, et qui redescend au niveau départemental et un peu dans toutes les sphères. Donc ça fait partie des mots, l'inclusion qui est maintenant une forme de domination de langage. Et puis ce qui m'a paru intéressant dans la proposition qu'a fait Patrice, c'est que finalement, je pense qu'il fallait qu'on rebalaye la notion du manque de qualification, ou de la sous-qualification, ou du peu de qualification. Parce que voilà, je m'explique un peu. Attends, je n'étais plus à l'écran, Patrice. Voilà. En fait, mon propos là dans le webinaire, parce que je crois qu'il y a des gens qui pourront interagir et qui ont déjà beaucoup plus d'expérience que moi sur une partie de ce que je voulais aborder avec vous. Je pense qu'il faut ranger nos affaires, en fait. Il faut partir peut-être de ce de quoi on parle, et la question des publics peu qualifiés, et se remettre un peu d'équerre sur ce qu'on entend comme ça. Alors, si tu veux passer la deuxième diapo, Patrice, nous redire quand même que bon, la qualification, elle est très liée au niveau d'enseignement et au niveau de diplôme dans nos représentations. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il n'y ait pas de lien direct entre le diplôme et la qualification, mais c'est quand même une donnée forte de notre pays. Donc là, c'est de la palissade, mais il est bon de le redire. Et puis, on suppose, et puis on a tendance à montrer quand même que bon, plus on est diplômé, plus on finit par s'insérer dans l'échelle, enfin dans le système social. Donc, qu'il est bon d'être diplômé, et qu'il y a un implicite, c'est la qualification qui va derrière. Et en fait, on s'aperçoit quand même que malgré le fait qu'il y a une domination quand même de la corrélation entre le niveau de diplôme, la reconnaissance sociale, l'engagement citoyen, les rémunérations, il y a quand même des choses qui sont de plus en plus compliquées dans les sociétés de parcours. Mais en fait, bon, moi je le dis souvent, mais je pense qu'on n'est pas dans une société de parcours, on est dans une société de rupture. Et c'est nous qui construisons des parcours, reconstruisons des parcours. Mais quand on est au chômage, on n'est pas sur un parcours d'emploi, on est d'abord sur une rupture d'emploi. Quand on change de voie, on n'est pas en général dans un sillon tout tracé. Donc on est avant tout dans des choses qui se détruisent un petit peu sur ces implicites-là, me semble-t-il. Et la question de la qualification, elle se complique parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont très diplômés et qui, quand ils veulent postuler un emploi, même si on pense que l'approche compétence les sauve un petit peu de ça, sont refusés par le monde du travail. Donc, il ne me semble pas que le manque de qualification, on puisse le cantonner uniquement aux sous-diplômés. C'est ce que je voulais dire en termes d'introduction, c'est-à-dire que c'est un peu comme, je pense que là, Denis Pensu me rejoindra là-dessus, parce qu'il travaille beaucoup là-dessus avec ses complices de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération. La rupture numérique, ce n'est pas l'histoire des gens qui n'ont pas de tablette. C'est notre histoire tous les jours à un moment donné. Donc, si on élargit notre focale sur la rupture et sur le manque de qualification ou le manque de lien, il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes, et donc peut-être qu'on hybride un peu les modèles. Et c'est pour ça que dans la troisième diapo que je vous propose, j'ai préféré avoir une approche, alors ce n'est pas une approche conceptuelle, hein. Après je vais vous montrer des choses et puis on va en discuter, mais ou plutôt là c'est une approche conceptuelle, et après on va venir au concret. Mais moi il me semble que quand on parle de public peu qualifié, il y a peut-être 3 modèles possibles sur les open badges. Alors, en introduction, je dis quand même à nos collègues, j'ai noté les prénoms, Agathe, qui travaille sur la question de la reconnaissance du bénévolat et de l'engagement, qu'il y a beaucoup d'expériences en cours, surtout autour de l'engagement, et qu'éventuellement on peut se mettre en contact, nous, et reconnaître sur ces expériences-là, parce qu'elles me semblent un tout petit peu décalées de la question du manque de qualification.
puisque corréler l'engagement et le bénévolat au travail n'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable et souhaité par les bénévoles. Mais pour autant, il y a des expériences spécifiques sur les parcours d'engagement qui pourraient vous intéresser. Et donc, moi, je propose 3 modèles possibles pour une réflexion sur cette question de la sous-qualification ou du manque de qualification. Ce que j'ai appelé un modèle normatif, un modèle basé sur l'auto-formation, et puis quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'alternatif. Le premier modèle, ça serait finalement de penser les open badges pour réparer la question de la sous-qualification. C'est-à-dire, on a un public qui est sous-qualifié, on veut l'amener à une qualification qui passe par de la formation continue, par de l'insertion, par des modalités de normes, en fait, de conventions. Et ben, l'open badge va accompagner en fait, la reconstruction d'un parcours et donc va, à travers des systèmes dont on va pouvoir discuter ensemble, remettre des étapes, je vais vous montrer après, pour revenir dans la norme. Et on est là plutôt sur j'allais dire, c'est comme s'il manquait, je sais pas moi, un ascenseur ne s'arrêtait pas à un étage et puis on est en train de reconstruire l'escalier entre 2 étages. Ça serait un petit peu ça. Utiliser l'open badge pour reconstruire quelque chose qui s'est détricoté ou qui n'est pas possible d'atteindre dans un premier temps. Donc là, bon, on va pouvoir en discuter, mais la puissance de l'open badge, elle est assez intéressante parce que bah, tout est libre, quoi. C'est-à-dire le contenu des badges est libre, le schéma qu'on peut construire autour des compétences est libre. On peut tout inventer et donc s'adapter à une norme au plus proche des personnes, au plus proche des terrains, au plus proche des organisations. Je crois que c'est ce qu'on fait. Ce qu'a fait le réseau APP, c'est ce que fait la Ligue de son côté, c'est ce qu'on fait avec Christophe Delamarre sur l'appel à projet PIC. Enfin, on est plus là sur un format un peu classique. Ça va jusqu'à présent, vous me coupez hein, si je ne suis pas clair. Ouais. Le deuxième sujet, moi, c'est celui que j'ai appelé un peu auto-formatif, mais dans le sens des sciences de l'éducation, c'est-à-dire mettre l'auto-formation en fait comme quelque chose de fort et qui va chercher là où l'éducation et l'instruction formelle ne peut pas aller. Et donc, on parle de l'informel, on parle du non-formel. Et là, moi, je rejoins un peu j'ai ressorti pour l'occasion le super bouquin qu'avait fait Georges Lemaire de l'Université de Nantes sur un séminaire sur l'autodidaxie à Québec, où ils avaient beaucoup travaillé sur les compétences autodidactes, et qui reste d'ailleurs un parent pauvre de la sociologie de l'éducation, et parce qu'on sait très peu comment les autodidactes apprennent. Par contre, ce qu'on sait faire avec les badges, c'est rendre visibles leurs apprentissages. Et ça, c'est très, très intéressant. Je vous montrerai tout à l'heure un des badges, le premier badge moi, que j'ai créé avec un autodidacte, et c'est intéressant. Donc là, c'est une sphère qui est quand même très, très propice, je trouve, à tous les intervenants qui sont autour qui sont là, c'est-à-dire, je pense aux délégués du préfet qui agissent au quotidien avec des communautés, avec des gens, avec des associations. Je pense évidemment aux maisons des assos, je pense au Fab Lab, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'apprentissage informel, et le badge vient accompagner ces apprentissages, le rendre visible, les mettre en connexion avec d'autres. Donc, on est vraiment sur des modèles de l'auto-formation tels qu'on a l'habitude de faire peut-être plus au Canada, enfin au Québec et puis en Belgique. Je pense que ça parle plus aux Belges qu'aux Français, cette histoire-là, mais c'est vraiment un modèle assez intéressant dans lequel je pense en ce moment, moi je regardais un peu avant de la conférence là, ce qu'on a produit en termes de ligue, ça me paraît être 50% des badges concrets. Ils seraient sur ce modèle-là pour moi. Et puis le troisième champ que j'ai appelé alternatif, mais pas au sens politique du terme, parce que ça n'a rien d'alternatif ou d'autogestionnaire, c'est une forme d'acceptation, ou je ne sais pas comment on peut le dire, d'acceptation du fait qu'il y a des gens qui resteront peu qualifiés, ou un secteur qui concentre un type de public pendant un temps donné qui est peu qualifié. Et le badge vient accompagner des modèles qui sont alternatifs par rapport à la norme. Alors, je pense évidemment à l'IAE, c'est-à-dire à l'insertion par l'activité économique.
je ne sais pas si tout le monde est au fait de ces histoires-là, mais c'est un secteur à part entière. Donc ça permet à des gens qui a priori, pour une raison ou une autre, parce que les raisons sont très très larges, mais de ne pas avoir un emploi normal à l'instant T et d'être tenu de passer par des organisations qui leur permettent de s'insérer plus ou moins tranquillement dans des structures, entreprises, structures de l'ESS. Je vais vous montrer une expérimentation qu'on mène actuellement avec justement la Directe et donc le ministère du Travail et puis la fédération régionale de l'IAE en région centre. C'est assez intéressant et il y a un grand engouement autour de ça. Moi, ce que j'y vois là-dedans, mais on va peut-être en discuter, c'est pas tellement le contenu du badge, c'est la possibilité de rééquilibrer ce modèle-là par rapport à d'autres. C'est-à-dire que quand on rend visible un ensemble de savoir-faire, de projets, de communautés dans le domaine de l'insertion par activité économique, on se rend compte en fait de la richesse et de la complexité de ces environnements-là, et le badge permet de le montrer. Voilà. Et moi, je vous le dis, quand j'ai mené cette expérimentation, j'ai commencé il y a quelques mois, je n'imaginais pas à quel point il y avait des salariés, enfin un nombre de salariés très important et d'entreprises centrées sur l'insertion par activité économique, parce que c'était la face cachée, si vous voulez, de ce qu'on doit montrer en ce moment en région centre. Ce qu'on doit montrer en région centre, c'est comme partout, c'est les startups, c'est tout ce qui se voit et tout ce qui a le terme d'innovation en tête. Voilà. Mais l'innovation sociale de ce type-là, on ne peut pas dire qu'elle est la part belle en ce moment. Enfin, en tout cas, pas chez moi. Et puis le deuxième modèle, c'est le modèle peut-être de la grande précarité. Alors là, j'ai mis qu'un exemple, mais je pourrais illustrer sur un deuxième exemple, parce que c'est une association que les collègues de Reconnaître connaissent bien. C'est l'association Cadabra, qui est une coopérative de savoir qui se situe à Saint-Paul-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais, et qui est là un modèle un peu ATD quart monde, c'est-à-dire des gens dans une très très grande précarité, mais dont le modèle associatif fait qu'ils sont à la gouvernance de l'association. C'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes leurs solutions. Il y a quasiment personne qui est en capacité de trouver un travail normal, un CDD, un CDI dans une entreprise pour plein de raisons, la grande casse de la vie, on va dire. Par contre, ils produisent beaucoup d'activités. Des déménagements solidaires. Là, je vous montrerai un badge qui est sympa comme tout, un badge d'iterrazinier, c'est-à-dire de dresseur et de guide d'âne. J'en suis fier de ce badge, mais je le dis toujours. Et là, on est vraiment sur la promotion de modèles alternatifs d'apprentissage et d'activité. Et moi, j'y vois un intérêt très très fort là-dedans, c'est que il y a comment dire, il y a une valeur et un mode opératoire qui me paraît plus fort dans le domaine de la sous-qualification, c'est la solidarité et les modèles communautaires. C'est-à-dire que les gens n'apprennent pas seuls, ils ne sont jamais seuls, et il y a beaucoup de modèles coopératifs qui sont mis en œuvre et qui sont, à notre sens, et là je parle peut-être au nom de Reconnaître, pas assez valorisés, pas assez vus, dont la promotion ne se fait pas assez. Donc les badges sont un bon moyen de montrer cette capacité à agir ensemble. Voilà moi ce que j'ai identifié comme modèle. Alors, il y a une intention, moi je parle bien d'intention parce que je pense qu'on ne peut pas faire des badges, mais on ne peut pas faire d'éducation ni de formation, on est tous d'accord, sans intention. Et j'affirme une intention forte, c'est d'équilibrer ces modèles et de les hybrider. C'est-à-dire, évidemment, il ne s'agit pas de faire la promotion du modèle normatif, du modèle alternatif, auto-formatif, mais de penser à cette espèce de triangle permanent qui agite à la fois le retour à la norme, l'informel et sa visibilité, et puis le côté créatif, alternatif, solidaire, coopératif. Et à partir du moment où on peut naviguer un peu dans ce modèle, on s'ouvre des portes pour que l'open badge ne devienne pas finalement le nouveau diplôme, mais on reste sur un modèle de créativité sociale également. Ça va? J'ai noyé personne? Bon, de toute façon, vous avez peut-être les micros coupés. Non, oui, on a coupé les micros en fait, mais tu peux y aller. C'est très clair. C'est pour éviter les interruptions ou les bruits parasites. On t'écoute. Ok, je ne sais pas à partir de quel moment on peut discuter. Peut-être qu'on peut avoir
peut-être un premier échange sur cette proposition de modèle. C'est toi qui vois, Mathieu, si tu souhaites que les gens interagissent, l'invitation est lancée. Sinon, comme vous voulez, faites-moi un petit signe sur le chat s'il y a déjà tout de suite une question, ou sur le pad. Ah non, c'est sur le pad qu'il faut que je regarde. S'il n'y a rien, je continue. En fait, je montre quelques exemples de badges et de leur contenu pour illustrer. Et puis après, on peut retourner sur le dialogue, quoi. Bon, je ne vois rien. Tout le monde est à l'apéro. Je continue. On est là. Là, je montre un badge qui est assez classique du premier modèle que j'ai appelé normatif, c'est-à-dire comment on crée des badges de motivation, de reconnaissance, qui finalement ont pour objet de faire croire au public ou de retourner à de la croyance collective. Et donc, tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de pouvoir d'agir dans la présentation, mais j'ai bien noté ce mot. Je crois que c'est Chantal, me semble-t-il. Oui, c'est ça. La question des badges, un peu de retour en confiance, de retour quelque chose. Bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt issu des pratiques pédagogiques, des entretiens d'explicitation, de l'entraînement mental, enfin des techniques comme ça. Donc, ce badge, finalement, il n'a pas tellement d'autre intérêt que de finir un travail présentiel, actif, auprès du groupe, pour remettre le pied à l'étrier d'une disponibilité à apprendre, on va dire comme ça. Donc, dans ce type de badge, je pense que vous en verrez pléthore sur les plateformes type Passeport. Donc, il y a la question de la confiance, il y a la question du regard des autres, de la capacité à communiquer, et tout ça qui crée en fait un espèce de fond qui permet à la personne ou au groupe de repartir en condition d'apprentissage. Donc là, c'est un petit exemple que je vous ai donné. Vous voyez le petit logo, là, le petit château, la petite Loire, c'est notre visuel pour l'instant de notre action. Et il s'agit d'un groupe qui s'appelle le Lab Numérique, qui est un groupe d'entre 15 et 20 personnes chaque année, d'une première formation au métier du numérique, labellisée Grande École du Numérique. Ça fait beaucoup de numérique. Et donc, c'est plutôt des gens en découverte du numérique, en reconditionnement professionnel, en tout ça. Donc, il y a eu des cassures, il y a eu des brisures, et ce badge a la possibilité de reconnaître un petit peu leur retour, leur pied à l'étrier. Alors nous, on insiste beaucoup, mais ça, c'est une méthode que moi, je pratique, mais je ne sais pas si tout le monde fait ça. Il me semble que la meilleure façon que le badge soit accepté et lu par la personne qui le reçoit, c'est que si ça concerne ce type de savoir, il se retrouve dans ses écrits. C'est-à-dire que même si ce n'est pas très bien écrit, en général, c'est eux qui l'ont écrit. C'est-à-dire que ça a été le fruit d'un travail d'écriture et coopératif, et donc ils se reconnaissent dans ce badge. Ça ne veut pas dire que ça passe l'étape suivante, qui est celui de sa visibilité face à un employeur, un formateur, une communauté. Ça veut dire déjà qu'il y a une acceptation de ce qu'il y a écrit dedans. Donc vous voyez, quand c'est écrit que la confiance soit avec moi, critère, confiance en soi, confiance vers les autres. Moi, j'aurais pas mis vers les autres, mais c'est le groupe qui a décidé de mettre vers les autres. Vous voyez, c'est une indication sémantique qui est forte quand même. Donc voilà, pour moi, ce sont des badges qui sont importants, me semble-t-il, et préalables à tout travail de groupe. Je donne plusieurs exemples sur la droite. Alors c'est vrai que oui, j'ai oublié qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas trop ces histoires-là, donc on va déjargonner un peu. Ce que j'appelle les badges de reconnaissance d'une étape fondatrice, c'est celui que je viens de vous présenter, c'est-à-dire le retour à la confiance permet ensuite d'aller vers autre chose, c'est une étape fondatrice. Ce qu'on appelle le méta-badge, je pense que Patrice ou d'autres peuvent mieux expliquer que moi, mais c'est un badge qui rassemble plusieurs badges. Et donc, pour obtenir ce méta-badge, on peut avoir un premier badge de confiance, un deuxième badge de j'ai participé à un petit projet collectif, un troisième, etc. C'est-à-dire qu'on peut structurer au sein d'un gros badge plusieurs petits badges.
Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça crée, ça suscite les modes défi, les modes challenge, et puis ça engage sur la notion de parcours, c'est-à-dire je peux avoir 1 plus 1 plus 1. Et puis comme la technique du badge, mais ça, c'est pas l'objet aujourd'hui du webinaire, permet de choisir si la personne, par exemple, obtient quand même le méta-badge, même si elle a que 2 petits badges alors qu'il en fallait 5, ça dénote quand même du système scolaire habituel, c'est-à-dire on peut quand même reconnaître sans avoir toutes les cartes en main. Donc ça, c'est un format assez intéressant. Et puis, ce que j'appelle, moi, la constitution d'une communauté évaluante, c'est-à-dire que on est noyé un peu dans la formation professionnelle, dont je fais aussi partie, sur la question des jurys. Et là, moi, ce que j'appelle une communauté évaluante, c'est que derrière les badges, on peut mettre tous les systèmes de reconnaissance que l'on souhaite. On peut mettre du système en parité. Là, que la confiance soit avec moi, ça a été le fruit des ateliers où les autres stagiaires ont reconnu une évolution dans la confiance que chacun se donnait. On peut avoir des formateurs qui sont la communauté évaluante. Évidemment, nous, dans une démarche de reconnaissance ouverte qu'on promeut à reconnaître, on est plutôt sur de la parité et sur ce genre de choses. Je vois que j'ai une question dans le chat, mais je n'arrive pas à le lire. De Martine, que pose Martine comme question? Alors, en quoi cela diffère des dispositifs de la validation des acquis des expériences? Alors, si tu parles de la VAE en tant que telle, c'est ça dont on parle? Il faudrait que Martine nous dise. Attends, le micro n'est pas allumé. Martine, c'est ça dont tu parles? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Le VAE, c'est le système le plus abouti et le plus qui finit par une qualification. Donc, ça s'appuie sur ce type de processus. Là, on n'est pas du tout obligé d'aller vers de la validation d'acquis et de l'expérience. Ça se suffit à soi-même dans une première étape. Mais ça relève pour moi, ça relève de la même idéologie au départ. Les badges s'appuient quand même sur ces choses-là. Simplement, on a fait de la VAE un objet plutôt compliqué. Et c'est quand même pas simple, une VAE. Enfin bon, j'imagine que si tu poses la question, tu es professionnel de ça. C'est quand même très très normé, très difficile, ça engage une réflexivité très exigeante. Là, on est plutôt sur le principe vraiment du retour à des gestes plutôt rapides, en fait, d'interconnaissance, d'interreconnaissance. C'est pour ça que le badge est beaucoup plus souple, parce qu'il s'emploie vraiment de la manière qu'on veut. Voilà, je vais essayer d'accélérer parce que sinon, moi, je suis un grand bavard. Patrice, tu me connais. Le deuxième badge, c'est un badge qui a été fait dans le cadre d'une activité là, qui est en cours avec un forum des jobs d'été, avec des jeunes de Blois. Vous savez qu'à Blois, c'est une ville secondaire Ah, tu t'en vas, Fabien? D'accord. Oui. Je lis sur les lèvres. Il nous remercie. Il a trouvé l'intervention formidable. Non, j'ai trouvé ton diaporama formidable. Merci, je te remercie. C'est une première et franchement, ça me fait chaud au cœur. Bye bye. Salut. Désolé. Donc ce deuxième badge est un badge qui a été constitué dans des centres sociaux et des structures jeunesse pour des jobs d'été avec des jeunes des quartiers nord de Blois. Vous savez que les quartiers nord de Blois sont une des plus grandes jupes de France. Et donc avec ce que vous connaissez de ce type de quartier, c'est-à-dire une surreprésentation des gens peu qualifiés et puis peut-être parfois une stigmatisation de leur candidature. Et donc, ce qui a été mené comme boulot, c'est un travail avec des employeurs d'été, des grands groupes, les collectivités, etc., sur un forum récurrent des jobs d'été et de passer du CV au badge. Pourquoi? Parce que le problème des CV des jeunes, c'est le même qu'avec les publics peu qualifiés. C'est que sur le modèle de CV actuel, c'est complètement fou. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup d'expérience, on ne met rien. Et si on n'a pas beaucoup de diplômes, on ne met rien. Donc un CV dessert alors qu'il devrait servir. Donc on s'est dit, profitons de cette opération-là pour dire, attention, par contre, l'expérience, il y a un continuum. Il n'y a personne qui est en rupture d'expérience. On peut être en rupture de tout, mais pas d'expérience. Ça, c'est pas possible. Même la pire des expériences est une expérience. Donc, il y a quelque chose à en tirer. Donc, sur les mêmes process avec des animateurs et moi et Canopé, puisqu'on bosse pas mal avec Canopé là-dessus,
on a fait plusieurs badges qui ont été négociés au forum du 12 mars, puisqu'il avait été maintenu. Et ça a plutôt été... Je m'entends en écho là. Ça a été plutôt un succès. Et là, je donne une astuce que peut-être d'autres ont exploitée. Ce badge, ensuite, il fait l'objet d'un QR code de façon automatique. Et ce QR code, on l'a posé quand même sur les CV parce que tous les employeurs nous ont dit, écoutez, même s'il y a une photo et puis un nom et une adresse, on veut un CV, comme ça que ça se passe en RH. Et du coup, le QR code a été mis en format 4 cm sur 4 cm et bing, ça a créé un intérêt qu'on avait validé avant chez les RH d'aller plus loin. Et donc, le badge a été non pas il n'est pas utilisé là comme une espèce d'attestation de confiance absolue d'un organisme certificateur. Il est utilisé là comme un élément de dialogue et de distinction entre des personnes, puisque à ces badges, pour ceux qui ne connaissent pas trop le système, on peut rajouter des preuves personnelles. C'est-à-dire, j'aime cuisiner, hop, je peux mettre des photos, des vidéos, des machins, des trucs et des bidules. Et ça, c'est individuel. Donc, ça a créé des instances de dialogue. Donc, sur ce badge, moi, j'ai plutôt envie de l'appeler le badge de l'interaction, c'est-à-dire que son objet, c'est de dépasser les bornes et dépasser les limites qu'on arrive rarement à franchir avec certains publics, qui est celui de l'entretien, en fait, puisque c'est quand même souvent à la sous-qualification se rajoute l'échec de la mise à distance. Voilà, donc c'est des badges que vous pouvez retrouver sur Open Badge Passport, vous en verrez plusieurs, et je crois qu'ils ont été mis en ligne récemment. Le deuxième modèle, c'est autoformatif. Alors, j'ai donné l'exemple de Super Maman parce que c'est un petit travail qu'a fait l'IAE. Là, ce n'est pas l'insertion par activité économique, c'est des stagiaires de, comment ça s'appelle, Institut des administrations de l'entreprise, je crois. C'est une branche de la fac. Et on a le 12 février, ils nous ont présenté un travail qu'ils ont fait suite à des rencontres avec des personnes et puis des RH. Et puis, il y a quelque chose qui était intéressant de souligner, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes femmes qui veulent reprendre en fait, un travail ont du mal à mettre leurs compétences en avant qu'elles ont acquises pendant leur expérience de maman. Donc, voilà, bon, Super Maman, c'est un peu... bon, ça peut paraître un peu cucu, mais en même temps, on peut faire un badge de Super Papa, enfin quelque chose autour de ça. Et l'objet étant, et je pense là on l'a beaucoup développé dans le cadre de la politique de la ville, que ça soit encore un objet d'interaction. C'est-à-dire qu'il y ait plus de culpabilité à l'absence sur le monde de l'emploi, mais qu'on puisse parler de ces savoir-faire qu'on a acquis pendant cette expérience de maman et qui sont complètement optimisable quand on reprend l'emploi, bien entendu. Alors, c'est marrant parce que ce badge, il nous est beaucoup demandé en ce moment dans la période de confinement. Parce que vous savez qu'il y a pas mal de trucs qui circulent. On est tous des super mamans. Papa, moi j'ai 3 ados à la maison depuis 3 semaines. Je peux me décerner des badges. Voilà. Donc ça, c'est des badges qui sont hyper intéressants à produire en coopération. C'est-à-dire quand d'autres reconnaissent les compétences de leur père. On a une question de Denis. Les badges soft skills sont-ils plus utilisés avec les publics moins qualifiés? Oui, alors c'est la grande... Alors, bon, je ne suis pas sûr d'être tout seul à répondre, mais la question des soft skills fait déjà débat dans sa dénomination. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir le sujet. C'est soit on fait des badges uniquement focalisés sur l'emploi, et donc la question des soft skills sont l'expression d'un besoin d'entreprise tel qu'il définit les compétences. Et les soft skills, c'est ça. À 9 ou 10. Et donc, on va finalement faire des badges de soft skills à la demande de l'employeur, et finalement, on va vérifier si la personne est capable de les atteindre. Bon, là, on est sur le premier modèle. On est sur le modèle de la norme. Finalement, le modèle de soft skills, c'est un autre référentiel. Ce n'est pas des hard skills, mais c'est du soft skills exigé. Il y a un petit problème dans les soft skills. On en discute beaucoup avec l'IAE et puis dans les Fab Labs. Il y a des gens qui commencent à faire beaucoup de badges. J'arrive à l'heure. Je suis assidu.
Sauf qu'on oublie quand même, et on le sait désormais, qu'une compétence, ça s'acquiert dans une situation donnée. C'est-à-dire, vous pouvez être à l'heure et très créatif, pas être à l'heure et être très créatif. Donc, si on commence à séparer l'hybridation des soft skills chez les personnes, on ne va pas leur donner des cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, attester qu'un jeune est arrivé à l'heure 2 fois dans une animation à Blois, ça ne garantit absolument pas qu'il va être à l'heure à la piscine cet été. Donc, ceux qui commencent à générer des soft skills en s'appuyant sur la demande de l'employeur et puis en mettant au chausse-pied quelque chose, en général, ils vont un peu dans le mur. Par contre, ça, c'est le piège à éviter. Par contre, nous sommes nombreux, et puis nous y compris à la Ligue, dans le cadre du PIC, d'ailleurs, à créer les situations de vérification de ces soft skills, c'est-à-dire des situations d'expérience, d'engagement, de loisirs, de culture, de création, pour dire, bon, je suis capable de dire que j'étais à l'heure parce que j'ai fait ça. Et donc d'enrichir ce badge, non pas par un badge j'ai été à l'heure uniquement. Moi, je suis très très réticent à ces choses-là. Plus les publics sont sous-qualifiés, plus on leur file des choses que même des profs à éducation nationale ne pourront pas avoir. On a tous eu des profs qui n'arrivaient pas à l'heure tous les jours. Ils ont toujours conservé leur emploi et ça n'a pas empêché qu'ils aient été des super profs. Alors, donc, il ne faut pas qu'on file des pièges empoisonnés quand même. Il faut faire très attention. On a Philippe qui lève la main, qui voudrait prendre la parole. Ah, je ne le vois pas. Philippe, tu as la parole? Ou pas? Alors, je vais lui redonner. Bon, alors en attendant qu'ils prennent la parole, j'ai une autre question de Denis. Quel usage des badges pour construire des repères temporels pour des jeunes de 18-25 ans? Tu peux préciser ce que tu appelles repère temporel, Denis, oralement? Oui, ben, en fait, moi je travaille sur un projet qui est sur 9 mois et avec une période de coaching de 2 mois. Et j'ai bien conscience que le cap à parfois plus de 3 mois, il peut être assez difficile pour certaines personnes qui sont plus dans une dynamique court terme. Et donc, est-ce que finalement la pratique du badge, elle est une aide pour jalonner le parcours et de cette façon qu'il y ait une acquisition de badge qui se fasse dans le temps, Ouais. au rythme de la personne bien sûr, mais qui va l'aider justement à se projeter dans le futur? Je crois que c'est les APP ont fait un gros boulot là-dessus. Nous, on le fait sur l'engagement, beaucoup. Et ça rejoint la question de Chantal qui met en dessous. Et reconnaître le potentiel des personnes, c'est peut-être valoriser les pratiques. Moi, je suis complètement d'accord. J'ai l'impression que les parcours se créent avec des badges sur une timeline, c'est-à-dire une échelle de temps, dans lequel on témoigne de pratiques. Et ces pratiques ne sont pas expériences s'il n'y a pas eu de la réflexivité sur l'expérience. C'est-à-dire le badge, c'est l'expérience décrite plus le travail réflexif de dire qu'est-ce que je fais de cette expérience. Des fois, ça s'appelle savoir-faire, des fois, ça s'appelle soft skills, des fois, ça s'appelle compétence. Je pense que si on rentre sur le débat sur la compétence, on ne s'en sortira pas. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des traces de cette réflexivité. Et ça me paraît important. Et puis, là, je ne les ai pas mis dans mon super PowerPoint parce que ce n'était pas l'objet, mais il y a quand même la notion d'endossement qui me paraît très, très important. L'endossement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui permet de visualiser la confiance que font des gens ou des organisations dans la création de ce badge. Par exemple, les badges qui ont été créés à Blois, on a demandé un endossement tout de suite de la mairie, du BIGE, de la mission locale, de quelques employeurs phares, qui ont fait confiance non pas dans la personne, mais dans le process du badge. C'est-à-dire que si cette personne a le badge, les organisations endossent la qualité de l'obtention de ce badge. Donc ça se fait qu'il y a toujours une première valeur au badge, c'est ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'on est en train de regarder. Une deuxième valeur qui peut être sa visibilité sur des réseaux sociaux, sur des plateformes, sur un CV, sur n'importe quoi. Une troisième valeur qui est l'endossement, c'est-à-dire la confiance que des gens font dans un écosystème qui peut être territorial,
écosystème thématique, l'emploi, le sport, etc. Ça peut être hybridé, tout ça. Et la quatrième valeur, ça serait ce que tu dis, je pense, Denis, ça serait le parcours, quoi. C'est-à-dire la richesse du parcours. Pas en termes d'accumulation, mais en termes de progression. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un temps donné? Alors nous, c'est vrai qu'on est un peu, on est à l'aise dans un truc qui s'appelle l'engagement en service civique, parce que c'est en 8 mois, parce que c'est très jalonné, parce que c'est très ponctué de bilan, d'accompagnement, et de choses comme ça. Et on a proposé là une matrice générale d'un méta-badge acquis au fur et à mesure du parcours, qui respecte un peu les modèles que je fais là. C'est-à-dire la norme, c'est la mission, l'auto-formation, c'est ce qui se passe au sein de l'association, de la collectivité, et l'alternative, c'est tout ce que la personne a fait pendant ce temps-là, mais non, de façon non commandée. Donc ça crée un badge assez intéressant, avec une matrice commune, mais de la distinction. Voilà. Je finis sur mes petits modèles. Là. Le troisième, c'est le modèle alternatif. Alors, je remonte toujours ce badge parce que ça me fait plaisir. C'est le premier badge que j'ai fait, moi, en revenant d'Angleterre avec un groupe de Saint-Paul-sur-Ternoise. Et à la suite d'un entretien d'explicitation, Philippe Cavalier, il s'appelle Cavalier en plus, nous dit moi, je trouve pas de boulot, mais je dresse des ânes. Et en fait, c'est plus que dresser des ânes. Il y a beaucoup de savoir-faire, il fait des séquences. Là, ils ont refait un badge, mais ce n'est pas celui que j'avais créé. Et je vois par contre qu'il y a 5 bénéficiaires. Ça veut dire qu'il a transmis son savoir-faire. Vous voyez, je n'avais même pas vu. Et donc, ce badge a permis à la coopérative des savoirs, plutôt, parce qu'il n'y a pas de code ROM sur guide des ânes, ça n'existe pas. Donc, on lui proposait soit de donner du fourrage aux bestiaux, soit d'être jockey. Bon, ce n'était pas possible. Et donc, pour obtenir l'autorisation sur la côte d'exercer avec la coopérative, ils ont présenté un badge un peu fourni avec des preuves, des endossements de la Ligue, du maire et tout ça. Donc là, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas de la distinction, c'est de la particularité. Et ça, c'est très, très intéressant. Moi, je pense beaucoup là, j'imagine que certains d'entre vous travaillent avec des migrants. C'est vraiment des parcours qui ne sont pas dans les normes. Il y a de la spécificité, il faut aborder ça d'abord vers le sujet, puis construire un modèle de reconnaissance autour et non pas le contraire, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et puis le dernier, je voulais vous montrer ce que j'appelle alternatif, mais au sens de, j'aurais peut-être pu mettre spécifique. Là, c'est un badge très très complet qui a fait une boîte. T'es dessus là? Ah oui, t'es dessus. Je ne sais pas si vous le voyez parce que j'ai écrit petit, enfin c'est écrit petit, mais un entretien de véhicules de société, c'est une entreprise de l'IAE qui travaille là-dessus. Et vous voyez que les capacités sont très, 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 très précises, peut-être trop précises. Aujourd'hui, on est au début de l'expérimentation et ce truc-là ressemble un peu à une fiche de poste. Mais il faut laisser aussi les structures évoluer dans le badge, peut-être voir si ça fonctionne, voir si ça sert à quelque chose, si oui, à qui ça sert, aux bénéficiaires, à l'employeur, au futur employeur. Il y a quand même un peu d'expérimentation dans tout ça et je ne crois pas qu'on détienne actuellement toutes les vérités. Je pense que ça ressemble beaucoup au badge que fait Christophe Delamarre, qui est avec nous ce soir, sur les badges que tu avais fait avec les compagnons, qui sont des badges extrêmement précis sur les compétences et les tâches, et qui reflètent vraiment la nature de toutes les activités. Des fois, ce n'est pas forcément facile à exporter, mais quand c'est bien intégré par les publics, ça permet qu'ils puissent construire une histoire et un discours sur ce qui est écrit. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà. Voilà, moi, c'était dans un premier temps, c'était ça que je voulais vous montrer, c'est-à-dire trois directions qui, me semble-t-il, ne sont pas du tout antinomiques. Mais je pense qu'on a intérêt à assumer, si vous voulez, même dans nos argumentations, parce que là, je vois qu'il y a des techniciens et puis des gens qui demandent des subventions, qui vont en honorer, de ne pas céder à la pression de la directe ou des partenaires comme ça, qui exigent souvent des indicateurs de réussite qui sont oui, toujours très étrange. Enfin, moi, je trouve très étrange, quoi. Comme si on avait la clé pour lutter contre le capitalisme. Alors que si on assume mieux que oui, on va faire du retour à la norme et du conventionnement, à de l'emploi normal, mais en même temps,
on va créer de la communauté de pratique, comme disait tout à l'heure Chantal, je crois. Et bien c'est intéressant. Et puis des badges alternatifs qui sont spécifiques d'un secteur, d'une organisation. On a une question de Chantal sur ton dernier badge. Qui attribue ce type de badge? Le dernier, là, c'est une boîte d'insertion, une entreprise de l'ESS qui a des véhicules de société, voilà, enfin, comment dire, qui nettoie, qui contrôle avec du public en insertion. Et ils ont un certain nombre de clients, des gros clients, conseil départemental, etc. dans cette entreprise. D'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas de… Enfin, chaque organisme, parce que là, dans les différents exemples, par exemple, là, on a une association, on a une structure d'insertion par l'activité économique, on a différents exemples. À chaque fois, c'est une décision autonome de la structure de créer son badge ou ses badges. Il n'y a pas d'écosystème partagé sur le territoire. Alors, si justement, alors, oui, n'importe qui peut faire du badge pour n'importe quoi. Oui, bah oui, je sais. Ça, c'est le principe vraiment fondamental Ouais. qu'on souhaite évidemment promouvoir et garder parce que ça garantit la créativité permanente. Mais pour autant, si on parle d'écosystème et de parcours, il faut relier les choses. Il faut relier les individus, les organisations. Donc, c'est pour ça que tu vois tout est contenu dans la petite photo qui n'est pas assez grande que j'ai mise. C'est-à-dire, on est bien dans Badgeon Centre Val-de-Loire, dans lequel il y a pour l'instant une cinquantaine de partenaires et on en vise à peu près 150 d'ici 3 ans, avec un équilibre prescripteur, c'est-à-dire prescripteur de l'emploi, prescripteur de l'engagement, prescripteur de la médiation numérique, etc. Le monde associatif et ESS plutôt territorialisé et qui sont les lieux d'expérimentation dans l'emploi ou hors l'emploi, et puis des entreprises et des collectivités. Et c'est cet écosystème qui fait que quand un badge comme ça est créé, avant d'être créé, on va dire le cahier des charges, la démarche, tout ça, elle est partagée dans une organisation. Voilà, bon, mes copains de Pays de Loire ou Normandie, ils en ont peut-être une autre, mais globalement, on partage tout et on a, en fait, ce qu'on observe de plus en plus en ce moment, c'est l'effet du badge. C'est-à-dire, une fois que ce badge est créé, par qui il va être lu, à quoi il va servir, pendant combien de temps, et comment on le fait évoluer. Et ça, on est tous en expert là-dessus. L'expérimentation la plus aboutie, c'est normal, c'est celle des jobs d'été parce qu'elle est simple. Voilà, il y a un forum, il y a un dialogue. On voit que les badges ont fonctionné. Oui, là, on est en train de comptabiliser qui a été embauché, pourquoi, comment, qu'est-ce qui ne va pas. Sur des badges comme ça, en fait, leur ambition à l'IAE, en tout cas, c'est ce qu'elle leur a imposé la directe, c'est que le maximum des gens retournent dans des entreprises dites normales, en contrat normal. Donc, leurs badges, finalement, les critères doivent s'approcher des compétences attendues en entreprise normale. Voilà. Question de Serge. Quid de la place de la communauté, de sa reconnaissance, du lien entre reconnaissance individuelle et collective? Ouais. Quid de la place de la communauté, de sa reconnaissance, du lien. Alors, simplement pour développer un petit peu la question, c'est qu'on a souvent des approches très, très individuelles du badge. On attribue des badges aux gens. Ensuite, on les met dans un backpack et puis dans un passeport. Et donc, on perd la dimension collective parce que la reconnaissance, elle se passe dans un espace collectif. Et ensuite, le badge n'existe plus dans cet espace collectif, il est dans un espace individuel. Et en même temps, le fait que la reconnaissance d'une personne joue sur la reconnaissance de la communauté et que la reconnaissance de la communauté joue sur la reconnaissance des personnes qui font partie de cette communauté. Et donc, ce qui me semble intéressant dans le badge, peut-être que tu as des expériences qui pourraient illustrer ça, de ce dialogue, de cette dialectique entre cette reconnaissance de l'individu, des individus de la communauté et de la communauté même. En fait, moi, je suis toujours surpris par cette question parce que pour l'instant, je n'ai pas vu d'expérience en région centre où il n'y avait pas de communauté. C'est-à-dire, même quand l'université, on a fait une expérimentation que tu connais l'an dernier là, sur l'engagement à l'université,
on a, à toute étape du processus, on a engagé la re-reconnaissance, c'est-à-dire la connaissance par les pairs, la reconnaissance par les pairs. Et même si à la fin, c'est l'université qui appuie sur un bouton qui a la licence pour donner le badge, toute la conception a été communautaire. Et aujourd'hui, et ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un feedback très positif à partir du moment où on met la communauté au centre de ce que j'ai appelé moi la communauté évaluante. Parce que derrière, c'est eux maintenant qui disent bah alors on en est où des badges? On en veut d'autres, mais j'aimerais avancer, j'aimerais faire ceci. C'est-à-dire qu'ils ont été impliqués. Dans l'IAE, c'est pareil, c'est-à-dire que bon, là, le Covid a mis un terme au process, mais on a prévu que ce badge-là, c'est un badge bêta, hein, celui-là qui a été fait là. C'est un modèle, je ne crois pas qu'il soit diffusé sur Passport, il est sur Factory actuellement. On a prévu qu'il soit validé et que les preuves soient originales et attestées par d'autres membres de la communauté. Parce que bon, dans les critères, si tu veux, sur un badge comme ça, si c'est un badge de lien entre l'emploi en insertion et l'emploi normal, il est normal que les critères, pour moi, se rapprochent de la normalité. C'est ce que j'appelle les badges normatifs. Par contre, dans les preuves, on a intérêt à être communautaire. C'est-à-dire, on peut faire témoigner des gens dans un collectif, on peut être original en disant, moi j'ai mon directeur de thèse qui a écrit un bouquin qui s'appelle Biais du gars. Le biais du gars, c'est quand on a un geste parfait et que ton directeur d'apprentissage te reconnaît que tu as le biais. Eh bien, on peut très bien dans l'épreuve avoir d'autres membres de la communauté qui disent bah, moi je l'ai vu bosser, il bosse super bien, d'ailleurs j'ai une anecdote à vous raconter. C'est-à-dire que je pense que l'originalité du badge, enfin moi je défends ça au sein de Reconnaître, vous le savez, je pense que ça se trouve aussi dans l'épreuve audiovisuelle. Par exemple, les jeunes, là, quand ils ont montré leur badge au job d'été, ils ont retourné leur smartphone et ils ont montré, ils avaient fait un projet aussi, un badge sur les fake news, ils ont été pendant 3 jours, ils ont créé des contre-fake news sur la ville de Blois. Le truc encadré, tout ce que tu veux. Ils n'ont pas montré leur QR code, ils ont montré ce qu'ils avaient produit comme contre-fake news. Et les patrons étaient là, et disaient, ah, c'est toi qui avais ça? Ah bah oui, mais je l'ai fait avec machin, je l'ai fait avec machin. C'est-à-dire que dans les process d'élaboration, c'est là où moi je vois la communauté se créer. Tu vois, et pour l'instant, je n'ai pas vu un truc descendant tel qu'on le dit. Je n'ai pas vu un gars qui crée du badge et ensuite je te le donne ou je ne te le donne pas. Il y a une forte tentation, ça c'est sûr, quand on bosse avec le Greta, chaque jour je me bats, chaque jour. Chaque jour, je dis, c'est pas ce qu'on a décidé. On n'avait pas fait ça. Ah ben oui, mais on a moins de moyens. Oui, mais on va quand même conserver le lien de communauté. On va quand même travailler en parité. On fera moins de badges. Il y a toujours un retour à la simplicité et à la didactique finalement. Mais je me sens pas, si tu veux, en déficit de communauté par rapport à ça. Non, mais ça j'en suis absolument convaincu. La question, c'est la reconnaissance de la communauté comme communauté. C'est ça la question. On travaille sur la reconnaissance de l'individu, ce qui est bien, ça se fait de façon communautaire, mais en même temps, l'émergence de la communauté et la reconnaissance de la communauté en tant que telle, en tant que communauté, et pas simplement à travers des individus, me semble une dimension qui serait vraiment intéressante à exploiter. C'est un petit peu ce que fait Philippe. Philippe nous a quittés maintenant avec le projet Acoustis, où ce sont les enseignants qui se sont mis ensemble pour créer des badges, pour se reconnaître entre eux et se faire reconnaître aussi comme communauté. Donc, il y a cette reconnaissance, elle se passe à plusieurs niveaux. C'est dans ce sens-là que je voulais intervenir et te demander si tu avais quelque chose qui s'approchait un petit peu de ça, parce que je sais bien que tu travailles de cette façon-là. En fait, j'ai une grande demande là, du milieu de la formation professionnelle. C'est-à-dire que les élus de la région centre, là, mais comme je pense tous les élus des régions en ce moment, compte tenu des compétences et puis des plans PRIC, PIC, etc., sont persuadés que l'innovation pédagogique passera par des formats comme ça de communautés qui s'intéressent à des sujets qui font communauté. Et donc, ils nous demandent, dans le dossier là, que je dépose en ce moment là, sur le FEDER, de travailler beaucoup sur la dimension des professionnels, d'animer des réseaux. Ils m'ont même demandé de faire du Palo Alto, tu as des vieilles techniques pédagogiques, des machins que j'adore, moi, mais de la communication interpersonnelle non verbale, enfin des choses comme ça, de manière à ce que effectivement la communauté soit rehaussée en fait dans sa visibilité. Absolument. C'est rendre visible la communauté. Ouais.
Ça, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai une vraie difficulté avec la politique de la ville. Je ne sais plus qui est délégué du préfet. Martine, je pense. Hein. Ah, c'est Martine. C'est ça? J'ai une vraie. Oui, bonjour Martine. Non, j'ai une vraie difficulté avec la politique de la ville parce que, a priori, ça serait le lieu le plus favorable pour travailler ça parce qu'il y a déjà un groupe partenarial, il y a des échelles territoriales fortes, il y a des pratiques, il y a une surdensité des acteurs associatifs, il y a de l'énergie, il y a tout ça. Mais quand on commence à faire ça, il n'y a plus de communauté en fait. Il y a une espèce de truc qui se sclérose avec si la CAF n'a pas validé ce que le préfet a fait, ce qui n'a pas validé ce que le maire a fait, mais il ne mettra pas de rond parce que le maire d'à côté en a mis moins, etc. Qui sclérose des choses. Et là où on aurait pensé pour l'instant que dans ces milieux-là, ça serait le plus créatif, finalement le système de communauté est extrêmement verrouillé. Et moi, je suis avide de voir d'autres expériences qui libèrent des énergies, qui bossent différemment, qui respectent ce que dit Serge, quoi. C'est-à-dire vraiment rehausser les communautés, leur visibilité, la créativité des savoir-faire ensemble, etc. Ouais, j'apporte une réaction là-dessus, puisqu'on est en train à la fin de travailler avec le CNFPT. On va initier un travail d'exploration entre recherche et praticiens. Et moi, ce que j'ai envie de pousser dans un contexte comme ça, c'est comment créer des espaces de rencontre entre agents et citoyens, par exemple. Et donc, moi, je verrais bien le badge comme un élément de reconnaissance mutuelle. Donc, mais c'est institutionnel. C'est finalement c'est une communauté de fait informelle, mais qui ne doit surtout pas être entérinée par l'institution. Mais c'est simplement l'acte de, par exemple, d'avoir participé à des formations ensemble. Par exemple, pour nous, là, par exemple, l'objet que des citoyens et des agents se forment à la question des données, du partage des données. Il y a un terrain commun, chacun repart avec un badge et finalement, il y a une communauté d'acteurs qui se construit de cette façon. Mais c'est que le badge fait communauté. En quelque sorte. Et voilà, il est contribué, tout à fait. Ouais. Il y a un élément qui est quand même pas à négliger, je pense, hein, sur la première norme des publics peu qualifiés tels qu'on les entend dans certaines structures, c'est que quoi qu'on leur mette dans les mains, il faut une utilité. C'est-à-dire il faut gagner un degré de liberté, il faut gagner un degré d'emploi, il faut gagner un degré de quelque chose, un degré social. Sinon, le badge devient comme une autre promesse, en fait. Une promesse comme les autres, qui en général n'ont pas été tenues. Donc, ça veut dire que de ce qu'on perçoit, nous, des premières expérimentations badge un peu massives, c'est que si un jeune ou un public n'a pas une utilité dans les 3 mois, puisque c'est à peu près ce qu'on a vu, d'un badge fort créé, ça ne sert à rien de le produire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire des badges ponctués de réussite en termes de visibilité, de changement, d'interaction avec les autres, enfin, tu vois ce que je veux dire, justement de visibilité, une plus-value sur la communauté. Enfin, il faut que le badge agisse quelque chose de l'ordre d'un changement. Et donc, je dis ça parce que dans les calendriers de badge, on est souvent calé sur des calendriers professionnels, donc septembre, mai. Sauf que des fois, pondre un badge en novembre alors que le forum il est en mai, alors qu'une vague d'embauche dans un quartier, enfin, voilà, il n'y a personne qui s'installe, alors qu'il n'y a pas la possibilité de faire la valorisation lors d'une fête des assos, parce que la fête des assos elle est dans 8 mois. Enfin, c'est aberrant. C'est-à-dire qu'il faut penser le badge et sa sortie. Et nous, on travaille beaucoup sur ces scénarios-là, parce que quand on parle de parcours, enfin, c'est toi, Serge, qui le dit, c'est-à-dire rendre visible, lisible, et c'est quoi le dernier mot, actionnable. Actionnable, les badges, c'est aussi créer les conditions de l'action. Donc, c'est pour ça que ce badge-là que vous avez vu tout à l'heure sur le badge IAE, il n'est pas sorti sur Passeport normalement. Enfin, il n'est pas, en tout cas, la promotion n'a pas été faite pour que les gens l'utilisent, parce que pour l'instant,
on n'a pas créé les possibilités d'utilisation et pour le rendre actionnable. Et ça, moi, je crois que ça fait partie quand même d'une attention particulière à avoir sur les badges. Parce que ça peut vite devenir une histoire de geek, cette affaire-là. C'est-à-dire de gens qui font plaisir à faire du badge, à montrer là. En général, les mystères sont contents. Hein, la directe, elle a que ça à se mettre sous la dent en ce moment, donc c'est top. Et puis, excusez-moi, je suis un peu sévère, mais c'est vrai qu'ils sont très, 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 très attirés par les badges. Très attirés. Oui, puis ça fait écho à l'opposition entre logique de stock et logique de flux. Ouais. C'est-à-dire, ça sert à thésauriser du badge, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, c'est ça. C'est comme la barrette de médaille de l'ancien combattant. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça produit? Il y a des situations de succès, là, moi, que je peux vous témoigner. Là, bon, je parlais de Littérazini et de son activité. Bon, c'est vrai que chez les jeunes, c'est pas mal. Là, on vient d'avoir des gens qui viennent de postuler à l'Institut de l'engagement. Ils ont été retenus parce qu'ils ont fait un badge de leur début d'expérience en service civique, et puis ils ont pu l'expliquer avec des preuves. Bon, et c'est vraiment le bon badge. J'ai l'impression que maintenant, c'est celui qui fait à la fois communauté, comme tu dis, Serge, c'est-à-dire qu'il attire quelque chose de l'ordre d'un dialogue dans une communauté et puis une visibilité. Et puis, il est quand même utilitaire au sens où il faut qu'il serve, qu'il soit actionné. Et je crois que notre attention doit être portée là-dessus, moi, je pense. Ah, Chantal qui a écrit un mail. Oui, j'ai une dernière information là de Chantal. Dans notre projet, on essaye de créer notre écosystème de badges de manière co-construite. Acteurs, emploi, vie sociale, accès aux droits, formation, mais aussi des pilotes. Nous nommons ainsi les publics cibles. Nous souhaiterions que les badges soient attractifs pour tout public, pour ne pas pointer du doigt les personnes peu qualifiées. Ouais. On ne sait pas si on va y arriver. Peut-être que vous voulez compléter, Chantal? Oui, peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'entends avec beaucoup de... Ça me fait écho énormément à la question de la communauté, de la reconnaissance et de ces liens qu'on peut faire entre reconnaissance individuelle et collective. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a tenu beaucoup à cœur quand j'ai élaboré le projet. Je pense que les open badges sont vraiment un outil extrêmement intéressant pour ça. Au début, j'avais peur un peu que ce soit du gadget, mais je pense qu'effectivement, ça ne sera pas un gadget si vraiment on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on en fait, et si on intègre aussi les publics là-dedans, de manière qu'ils soient vraiment partie prenante. J'espère qu'on va y arriver parce que là, du coup, effectivement, je vois des expériences qui, effectivement, sont les jobs d'été, l'IAE. Nous aussi, on a des chantiers d'insertion. On a évidemment, bien sûr, le projet d'en faire bénéficier des publics, mais on a prévu, par exemple, des modalités, c'est-à-dire que les publics, ils vont être identifiés par chacun de nos partenaires dans ces différentes catégories là qu'on nomme un petit peu. On a imaginé un genre de galaxie avec des pilotes. Autour d'eux gravitent des satellites qui sont des acteurs de l'emploi, de la vie sociale, de l'accès aux droits de l'information. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à des personnes ressources au sein de ces satellites d'identifier les personnes qui ont envie de valoriser, d'aller plus loin, de faire émerger leur savoir et de les faire reconnaître. Donc c'est vraiment un travail qu'on veut mener de manière très parallèle. L'open badge nous est utile, mais c'est d'abord comment on va créer les conditions que les open badges soient une modalité vraiment de reconnaissance mutuelle entre acteurs, et aussi on met dans les acteurs. Moi, je suis sûre que par exemple un pilote dans mon verbiage là, dans ce projet, peut aussi devenir une personne ressource, un générateur de savoir pour quelqu'un d'autre. C'est aussi l'outil Open Badge me permet avec les endossements, etc. Je trouve ça vraiment génial. Mais faire communauté, voilà, c'est vraiment mon souci premier avant effectivement les aspects technico-techniques de comment, voilà. Et puis bien réfléchir à la collection de badges, je pense, de façon co-construite, parce que tout le monde doit effectivement les reconnaître, et d'abord les personnes
évidemment. Mais moi, j'ai pas envie qu'on pointe du doigt des personnes moins qualifiées que d'autres. Non, je veux que ces badges ils soient attractifs pour tout le monde et que moi aussi, j'ai envie d'en gagner et que peut-être aussi dans une entreprise, on soit content de gagner un badge qui pourra être mis en place si tout le monde pense que c'est intéressant, en fait. Il y a Une réaction de Serge? Ouais. Pardon, Juste, Mathieu. très rapidement, sur cette question de communauté, je pense que c'est absolument central. Et quand Mathieu rappelait l'idée de les badges faits ils doivent être reconnus, la reconnaissance peut être rendue visible et actionnable. On pense souvent que c'est actionnable au niveau individuel, mais on ne pense pas toujours au fait que c'est actionnable au niveau collectif. Ouais. Et on dit on va délivrer des badges et puis ça va aider quelqu'un à trouver un emploi ou à l'insertion. Mais on ne pense pas que cette insertion elle peut être collective aussi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une dimension qui serait vraiment intéressante d'explorer. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon d'approcher les choses. Mais sinon, on rejette sur la personne. Or, collectivement, on est beaucoup plus fort. Collectivement, on peut agir. C'est ça. C'est comme l'émancipation. L'émancipation individuelle n'est pas possible sans une émancipation collective. On ne peut pas être reconnu si l'autre ne nous reconnaît pas. Voilà. On peut demander d'être reconnu si on ne reconnaît pas l'autre. Donc, je pense que c'est vraiment cette dimension collective qui me semble importante de faire ressortir dans les travaux qu'on fait, ce que fait Mathieu. Mais les badges aujourd'hui, les technologies qu'on met en place ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas aussi puissantes que ce qu'elles pourraient faire en termes de rendre une dimension collective. Mathieu, tu voulais conclure parce qu'après je vais vous faire l'annonce des prochains webinaires et puis mettre fin à moi, je suis évidemment partant pour agir de cette façon-là. Et puis, je reprends un vieux livre quand même de Gaston Pinault, c'est-à-dire Les frontières des organisations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est au boulot, il faut des collectifs extrêmement solides en termes institutionnels pour accepter ça. C'est-à-dire qu'il faut une université qui dise « Ah oui, un non-étudiant pourra demander mon badge ». Ce n'est pas gagné. Il faudra une autre communauté qui dise « J'ai créé pour tout le monde ». Et moi, je suis attentif à ce que vous disiez, c'est-à-dire, ça c'est les élus qui sont les élus locaux, si vous voulez, nous mettre un peu de pression que je trouve très légitime en disant « Attention, hein, il ne faut pas que ça soit le diplôme du pauvre ». C'est-à-dire, c'est eux qui ont la conscience de la communauté. De dire, voilà, on peut créer quelque chose d'attractif, de monter tous ensemble, sauf que je pense qu'il faut, et c'est très bien, Denis, ce que tu dis sur le boulot avec le CNFPT, il faut faire bosser les techniciens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accompagner les techniciens à ce changement-là. Parce que du coup, les frontières des organisations reviennent en fait dans la technique. Quand ils se posent la question de dire « Ah ben oui, mais à la fac, ben oui, mais c'est moi qui va le recevoir. Mais moi, mon président de l'université, il s'occupe de l'université. » Et nous, on dit « Mais non, c'est un acteur territorial dans une communauté. Donc, il faut penser beaucoup plus large. Puisque vous avez fait des badges qui ne sont pas liés au diplôme, mais à l'engagement, l'engagement dépasse l'université. Donc, ça veut dire qu'il y a un accompagnement au changement, même des gestes, hein, de la validation des badges, de l'endossement des badges, doit vraiment être massifié dans les services. Moi, je suis persuadé que les élus, les grandes organisations sont d'accord avec lui, mais quand on est dans le jus et qu'on fait des choses concrètes, il y a beaucoup de travail. C'est un enjeu très très fort. Moi, je me bats là vraiment sur le territoire avec des grandes organisations de type CAF, de type Jeunesse et Sport, de type Université, de type Région Centre, pour qu'ils aillent au bout de leur discours. Et il y a toujours une bonne raison pour qu'ils n'y aillent pas. Ah mais non, je ne peux pas endosser, tu comprends, c'est pas évident de se faire un nanan. Ah bah, il faut que je demande à la CNAF. Ah bah, tu parles, ils n'en ont rien à faire de la vie de la CNAF. Mais là, tu vois, donc je pense qu'il faudrait presque c'est pour ça que Serge, je vous ai invité aujourd'hui à concourir à des interventions dans des conférences employeurs, des conférences ou des ateliers, à accompagner ces changements de pratique. C'est-à-dire que s'il y a une communauté de badge, il faut qu'il y ait une communauté de reconnaissance qui valide le fait que ça soit possible. Et ce n'est pas très simple encore. Alors, simplement, dernière question de Denis. Dans le contexte des services civiques, avez-vous élaboré des badges communs aux volontaires et aux tuteurs? Ouais, c'est notre volonté, mais alors… Et on terminera là-dessus, s'il vous plaît. Oui, c'est notre volonté. Ça fait 2 ans qu'on marque l'agence à la culotte. Là, on était avec Philippe au ministère, là,
On a rencontré Antoine Evenou, là, le directeur adjoint du cabinet là, de Attal. Alors, ils sont à fond, ils sont à fond. Mais c'est exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire, eux, ils sont à fond. Le ministre est à fond. Et puis, quand tu arrives face à un CEPJ de ministère Jeunesse et Sport, il y a, ah, bah, quand même, je ne sais pas comment les tuteurs vont prendre ça, s'ils ont la même chose que les jeunes, parce que quand même. C'est-à-dire que là, on est sur la phase d'accompagnement de ce niveau-là. Vous voyez, tous les discours qu'on a, des fois, ils se butent à ce moment-là. Et c'est là qu'en ce moment, on est en train de bosser pour délier cette possibilité de faire ensemble. Mais c'est possible. Hein. Ouais. Alors, merci. Oui. Non, je rejoins tout à fait Chantal dans ce qu'elle disait. C'est pour ça que je posais cette question, que ça ne soit pas stigmatisant un badge. Ce serait le contraire de l'objectif. Bien sûr. Alors, simplement, donc, merci Mathieu pour cette excellente présentation. On a un prochain webinaire le 8 avril. Alors, Serge, c'est Peer Assessment, c'est évaluation par les pairs. Oui. C'est ça. Et puis, par contre, le SSSC. Là, pour le coup, je n'ai pas. Bon, alors, autour de la thématique, donc, sur l'évaluation par les pairs, le 15 avril, une présentation d'Eden Jean-Marie du CIBC, l'écosystème de territoire du département de la Manche. Et on a rendez-vous très important, vendredi, la nuit de l'Open Badge, la deuxième nuit de l'Open Badge, donc de 14h à 23h ou jusqu'au bout de la nuit. Vous pourrez suivre en direct sur la chaîne YouTube Open Recognition Alliance. Et vous pourrez intervenir. Et vous pourrez intervenir. On peut peut-être mettre le lien direct dans le chat. Oui. Je vais le faire. Attends, je vais le mettre. Tu le fais ? Ah ouais. Ça. Je vous rappelle aussi que la conférence EPIC qui aura lieu du 26 au 28 octobre à Lille encore cette année est l'occasion de prolonger les débats et les échanges. Oh là, tu as changé le site, mon lapin. Alors, c'est où ça? Agenda. C'est Etherpad. Hein. Non, mais il faut le mettre. C'est OBNight. Hein. Oui, oui. Ouais. Attends, mais je vais le coller, je l'ai là. Ah oui. C'est fait. Hop. Trop tard. Voilà. Alors, merci à tout le monde. C'est un rapide. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne continuation Merci. dans le confinement et bon courage. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.